Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au Vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois au Dessous de l'immobilier en Estrie pour une nouvelle saison. Très heureux de retrouver le micro du 1077 Estrie. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir M. Yannick Crac, avocat associé et chef de l'exploitation chez Terrien Couture Jolicoeur. Et sans plus tarder, je débute l'entrevue avec M. David Bourgon, courtier immobilier Remax dans la région de Magog-Offord. Depuis 16 ans, courtier Remax, c'est bien ça? Oui. 10 ans président, en fait, de la Chambre immobilière Estrie-Mauricie, Centre du Québec. 10 ans déjà, oui. Félicitations. Merci beaucoup, en fait, d'être là, David. C'est vraiment apprécié que tu prennes du temps à venir nous parler de nos statistiques de marché. Oui. On commence la saison en force avec toi. C'est important de te faire venir participer puis partager un peu qu'est-ce qui s'est passé, en fait, en début d'année et aussi à l'été. On a eu quand même un été différent, mais quand même assez actif. Mais en chiffres, ça a l'air de quoi? Assez actif. Puis je te dirais, je m'en venais ce matin puis j'écoutais à la radio, il y avait un reportage sur les effets du soleil sur les gens. Puis, puis on dirait que cet été, ben, ça a eu un effet là, parce que le marché était très, très bon. Les gens étaient de bonne humeur à la recherche. Puis les maisons sont plus belles, là, veut pas, quand il y a un beau soleil plutôt ça se présente mieux, un ciel gris où il pleut, tout ça. Fait que on l'avait prévu en début d'année, qu'on aurait une pas pire année. Puis un début d'année un peu plus lent, là, avec l'incertitude politique. Là, on avait un nouveau président qui rentrait en poste. Exact. Nous, on tombait en élection ici au fédéral. Fait que c'était l'incertitude, les taux d'intérêt, on ne savait pas où on s'en allait. Mais là, l'élection au fédéral, c'est derrière nous. Donc c'est plus d'actualité. Mais c'était de l'incertitude en début d'année vers 25, parce qu'on ne savait pas du tout sur quel pied danser. Exact. L'inflation s'en irait où? Les tarifs, ça ferait quoi? Les taux d'intérêt étaient élevés. Exact. Alors, mais là aussi que les taux d'intérêt, c'est stabilisé. Là, ça tourne autour de 4, puis ça va rester comme ça, j'ai l'impression, pour à date, là, les plus optimistes nous parlent peut-être d'une diminution en décembre, mais sans plus. Je ne fierais pas là-dessus, parce que l'économie roule bien. Puis, malgré tous les bouleversements. À 4 on est dans pas mal normal. Oui, exact. C'est sûr que quand on était à 2, là, c'était vraiment pour donner un boost à l'économie qui avait fait ça, mais c'était pas normal, là, du 2 puis en bas de 2 pour une hypothèque. Là. Fait que là, on est dans le plus normal, puis c'est stable, donc les gens savent à quoi s'attendre. Fait qu'ils n'attendent plus, là, ça va-tu baisser encore, ça va-tu baisser encore. Fait qu'il n'y a plus cet attentisme-là de voir des meilleures opportunités. Ça a l'air de quoi en chiffres? En chiffres, les ventes ont augmenté de 14 déjà au 31 juillet par rapport à l'année passée. Puis ce qui est plate un petit peu, c'est que les inscriptions ne suivent pas ce rythme-là. Donc, il y a 1 de moins de maisons sur le marché là, en inventaire sur les tablettes présentement. Alors ça, c'est clair. Que l'année passée à la même date. Donc, s'il y a moins d'inventaire, on ne peut pas s'attendre à une baisse des prix. 14 d'augmentation du nombre de transactions, puis 1 de moins du nombre d'inscriptions, là, on est encore en déséquilibre. Oui. Ce que ça fait, l'effet, il est direct, c'est 10 d'augmentation du prix médian pour les maisons. Maisons unifamiliales. Unifamiliales, les condos, on parle de 9 d'augmentation aussi. Quand même. Puis les plex, on parle de 10 aussi du prix. Donc, et là, c'est une augmentation sur des augmentations précédentes. Sur une année passée qui avait augmenté. Puis, on est plus qu'en consolidation. Là, on est en augmentation encore. Oui, je dirais le rattrapage, là, il est par rapport à d'autres provinces, il est en train de se finaliser, de se faire. Là. On arrive à... Parce que David, on n'a pas les chiffres, là, puis on ne se rendra pas là, mais marché de Vancouver, marché de Toronto... Il y a eu des baisses. Eux, c'est vraiment difficile. Difficile. Ouais. Alors, on le dit, il n'y a jamais eu autant de programmes pour l'accès à la propriété. Ce sont des programmes fédéraux. C'est aussi pour encourager ces marchés-là. Mais là, ça apporte quand même des bénéfices pour la région, des régions comme la nôtre. Mais tu parles de rattrapage. Je pense qu'un beau clin d'œil qu'on peut faire, c'est peut-être intéressant de regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Oui, exactement. Puis, ce qui est intéressant, par contre, dans le marché, là, c'est au niveau du logement. On sent là, que vraiment, il y a de la construction, puis il y a eu des aides gouvernementales, puis des incitatifs là, qui sont installés. Puis ça boom, là, on parle à Magog, là, on attend 500 nouveaux logements dans les prochaines Est-ce que tu sens que la demande est encore présente? La demande est là, mais
l'offre et la demande est en train de se stabiliser dans Ouais. le logement. Fait Ouais. que ça va arrêter d'augmenter en fou le prix Ouais. des loyers parce que c'est vraiment rendu difficile de se trouver un loyer abordable. Là. Ouais. Puis le terme abordable il est rendu assez élevé aussi. Là, Ouais, exact. À Magog, je pense qu'ils disent pour un 4,5, c'est un logement abordable, ça doit être 1250$. Là. Fait que, on est dans un autre... Dans de la construction neuve ou un prix moyen? Le prix moyen. Prix moyen, Là, c'est ça. ce que la ville de Magog considère comme un logement abordable, OK. parce que là, on sait que les promoteurs, Ouais. s'ils construisent tant de logements, ils doivent garder un certain pourcentage de loyer à prix abordable. Ouais. Puis leur critère, c'est 1250 à peu près là, pour un 4,5. Puis pour Donc, ceux qui nous écoutent en ce moment, dans les immeubles locatifs récents, les constructions neuves, en fait, la location se déroule bien. Oui. C'est plus difficile, par contre. Là, il y a un peu plus de vacances, vraiment Oui. dans le haut de gamme. ben là, il y a de l'inventaire. Là. Ouais, c'est Oui, ça. il y a beaucoup d'inventaire. Là. J'ai des clients récemment là, qui ont commencé à faire des recherches. Il y avait beaucoup d'abondance. Mhm. Et là, ce qui se passe, c'est pas nécessairement une diminution du loyer mensuel, mais des gratuités. Là. Ouais. 1 mois, 2 mois. Un peu plus long à louer Ah aussi. oui, exactement. Ouais. Alors, en fait, ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est que ça freine les ardeurs des promoteurs Ouais. parce que de construire un immeuble neuf qui se loue pas rapidement augmente le coût de construction. Ouais. Donc, c'est possible qu'il y ait peut-être un ralentissement pour qu'il y ait un équilibre qui se crée. Dans la construction, oui, Ouais. puis dans Mais- l'investissement dans du neuf, mais Ouais. dans l'existant, si Ouais. on veut, là, dans l'usager, Ouais. si on peut dire ainsi, là, le 2 à 5 logements, l'inventaire, il est en baisse de 15% par rapport à l'année passée, l'inventaire de propriétés à vendre. Incroyable. Puis les prix ont augmenté de 10%, les ventes aussi, là, 10% de plus que l'an dernier. Fait que les investisseurs ont regagné confiance là, avec Ouais. la baisse des taux d'intérêt. Ouais. Mais ils se dirigent, comme on dit, vers des immeubles usagés, là, plus faciles probablement à louer, là, parce que les logements ne sont pas 2000 par mois. Là. Tu sais, David, on parle de tout ça, là, puis moi, souvent, on va avoir là, des crises là, spontanées là, dans des périodes de l'année. Là. Ouais. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, on s'en va où? Mais finalement, on réalise à quel point le marché il est résilient puis qu'il se place tout le temps un peu par lui-même. Mais Écoute, on dirait que les nouvelles internationales n'ont pas eu d'effet Non, c'est pas ça, en hein. tout sur le marché cette année. Les taux d'intérêt. Pendant la pandémie, là, ils nous ont annoncé des catastrophes. C'est Ouais, le contraire qui s'est exact. passé. Fait qu'on dirait que les gens suivent plus trop ce qui se Je sais passe pas. dans l'actualité. Mais à un moment Ben, donné. il faut se rappeler aussi que le logement, c'est un besoin essentiel. Hein. Tout Ouais. le monde doit se loger. Donc, Ouais. puis il y a de plus en plus de monde. L'immigration, ils ont ouvert les vannes. Ouais. Fait que c'est certain que ça n'arrêtera pas là, d'augmenter parce que on le voit, la demande augmente, puis l'offre, elle ne suit pas. Exact. L'offre ne suit pas. Alors finalement, début d'année, on pourrait dire au-delà de nos attentes. Est-ce une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? À vous d'en juger. Si vous êtes propriétaire, c'est une bonne nouvelle. Si vous envisagez acheter ou vous avez reporté votre projet l'année dernière en vous disant que les taux d'intérêt étaient trop élevés, Ouais. puis que vous alliez peut-être payer moins cher, mauvaise décision. Alors finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le bon moment, c'est quand vous êtes prêt. Ben, j'ai fait un petit exercice là, avec la maison au prix médian, là, qui est à 460 000 pour Sherbrooke, disons. Une mise de fonds de 20 % 92 000. Un financement 4 à 25 ans, ça donne un paiement mensuel de 1 950 à peu près. Il y a 400 piastres de plus par rapport à quand on était à du 2 %. Wow. Donc, c'est sûr qu'il y a une augmentation. Ça peut faire mal au portefeuille. On parle quasiment 5 000 par année. Oui. Mais ça ne baissera plus. Là. C'est ça. Ça va peut-être baisser d'un quart de point encore, mais il ne faut pas attendre que ça rebaisse. On est revenu à du normal. Oui. Donc, le conseil, comme tu dis, c'est si on a un projet de devenir propriétaire, c'est de ne pas attendre une petite baisse d'un quart de point quand le prix des maisons augmente des 10 % par année. Là, on jase, là, mais si par exemple, on se dit, c'est quoi l'avenir de l'immobilier? Là, aujourd'hui, là, on est encore en train de se dire qu'il y a eu 14 % plus de ventes, que l'inventaire est plus faible que l'année dernière à pareille date, ou presque. Là, un petit peu, équilibre, là, mais c'est plus faible. Ouais. Au final, là, pour que le marché se stabilise, ça prendrait beaucoup moins de ventes, beaucoup plus d'inventaire, puis du temps pour que le marché se rééquilibre un peu par lui-même.
Mais est-ce que c'est envisageable, mettons, sur un horizon de 12 mois, tu réaliste? Je pense pas, hein? 12 mois, non, c'est ça, hein? impossible, là, parce que, tu sais, là, on parle au-dessus de 100 000 de portes qui manquent là, au Québec. Puis s'en construit 40, là, tu sais, fait que c'est pas... exact. 40 000. Les défis sont colossaux. Oui. Puis en même temps, il faut que les villes soient capables de supporter cette construction-là, l'assainissement des eaux. Il y a des enjeux quand même importants. La construction de rues, aqueducs, etc. L'environnement. L'environnement, Combien de forêts on va raser pour construire des logements? Oui. David, c'est vraiment intéressant. Là, je te voyais vouloir partir sur autre chose, mais on va devoir prendre une petite pause, le temps d'une publicité. On se retrouve dans quelques instants. Parfait. Merci. Oui. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Alors, nous sommes de retour avec M. David Bourgon. Merci, David, d'être là. Président, en fait, de la Chambre immobilière Estrie-Mauricie, Centre du Québec depuis 10 ans et aussi courtier immobilier chez Remax dans la grande région de Magog. Oui. Merci, David, d'être là. Au plaisir. En fait, pour ceux qui n'étaient pas présents avant la pause publicitaire, on parlait justement en fait des statistiques de marché. On parle depuis le début de l'année de 14% de plus de transactions. Ouais. Le prix médian a augmenté de 10%. C'est au-delà de nos prévisions, David. Oui. Et là, on est dans un marché où les taux d'intérêt sont, selon nous, pas mal stabilisés. Ouais. On ne s'attend pas à de grandes diminutions ou de grandes augmentations. On est revenu à la normale. Oui, c'est ce qu'on pense. Ouais. Quoi qu'on n'a pas de boule de cristal. Puis il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu qu'on peut toujours se préparer à plein de changements, à plein de bouleversements. Ouais. David, on parlait des statistiques, un petit retour là-dessus. Je le sais que tu es quand même aussi présent dans le marché de la résidence secondaire. Oui. Le marché de la résidence secondaire haut de gamme, souvent, ça va être plus comme notre Québec Inc. Qui va acheter. Oui. Souvent. Oui. C'est souvent beaucoup de professionnels aussi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Tout dépendamment de la valeur, évidemment. Là. On est dans une situation où, mettons qu'on s'adresse au Québec Inc., c'est peut-être eux qui pourraient être un peu plus prudent avec les tarifs douaniers, ces choses-là, mais est-ce que tu as senti une répercussion, toi, au niveau de la demande dans les derniers mois? Écoute, la demande est soutenue. L'offre est encore basse. Oui. Hein? Si on cherche un bord de l'eau, là, clé en main, il n'y a pas grand-chose de disponible. Les prix augmentent. Les prix, c'est très difficile au niveau des prix. Tu sais, c'est vraiment des prix, c'est des coups de cœur. Hein? Ouais. La résidence secondaire, c'est un coup de cœur. Il y a des gens qui vont payer des fois beaucoup plus que la valeur, si on veut, la valeur marchande officielle ouais. qu'un évaluateur gay pourrait donner à une propriété. Ouais. Puis on voit des négociations à l'inverse, des centaines de mille plus bas que le prix demandé. Ouais. Donc, c'est ça. Au niveau des prix, c'est difficile. Mais c'est du cas par cas. Hein? C'est du cas par cas. Ouais. Les délais de vente sont plus long aussi que dans le résidentiel, dans les quartiers résidentiels de Magog, Rock Forest, peu importe, là, Saint-Élie. Parce que là, on n'est pas dans le besoin essentiel. Hein? Oui, exactement. Une résidence secondaire, souvent, c'est un rêve. Un plaisir. Ou un plaisir, c'est ça. C'est pas une obligation. C'est ça. Fait que ça presse moins. L'urgence est moins là. Et puis, on attend de trouver vraiment le coup de cœur puis, au prix qui nous convient. Oui. Alors, finalement, ça s'est avéré quand même un été très bon. Je parle de notre côté, on n'a pas... En fait, chaque année, c'est différent d'une année à l'autre. Maintenant, dans une situation où que cette année, je pense pas qu'on va prendre du recul, l'inventaire n'a pas augmenté. Ben, au même titre que dans le résidentiel régulier. Oui, exact. C'est le même effet là, au niveau politique international. On voit que la bourse, elle va bien. Donc, ça vient aider dans ce marché-là. Là, ça vient rassurer les gens parce que il y a le coup de cœur, mais ils sont aussi investissements. Hein? Quand ils s'achètent une résidence secondaire, ces gens-là, ils veulent être certains que ça va se revendre puis qu'ils vont faire un gain à la revente. C'est pas juste le plaisir puis ça ne nous dérange pas de perdre de l'argent. Là. Fait que c'est vraiment, il y a un côté très émotionnel, mais il y a le côté très rationnel aussi, spéculatif. Effectivement. Mais je te dirais, comme l'économie va bien, la bourse est résiliente à ce qui se passe au niveau international,
le soleil, il fait super beau. On le disait tantôt, on va visiter une propriété au bord d'un lac. S'il pleut, c'est un peu moche, mais s'il y a le gros soleil puis il fait 30 puis on se trempe les pieds dans l'eau, ben, le coup de cœur est plus facile à voir aussi. Fait que ça va, on a un très, très bel été. Alors, finalement, là, on n'a pas vraiment de grosses surprises à date là, pour 2025. Non. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde, David, c'est l'inspection en bâtiment. Ouais. Bon, là, on fait venir souvent des gens dans l'aspect au niveau du légal et tout ça. Ouais. Là, aujourd'hui, je veux qu'on prenne un peu notre chapeau de courtier immobilier. Exact. En fait, là, l'inspection en bâtiment pré-achat, là, on le dit jamais assez, là, c'est important. Hein? Ben, c'est essentiel, je dirais. C'est un achat majeur qu'on fait dans notre vie. On dit souvent, c'est cliché de dire ça, mais c'est l'achat le plus important de sa vie pour bien des gens. Toi et moi, on est courtier immobilier et on voit des inspections à chaque semaine. On n'a pas la prétention d'être des experts en construction ou quoi que ce soit, mais on est capable de voir qu'est-ce qui se passe. Puis ce dont j'aimerais discuter ce matin, c'est la fausse impression ou fausse rumeur à l'effet que l'inspection en bâtiment est un outil de négociation lors de l'achat d'une maison. L'inspection en bâtiment, c'est vraiment de se rassurer par rapport à la qualité d'une propriété, les normes de construction, dans le temps, est-ce qu'elle va me servir cette maison-là sans que j'aie des problèmes. C'est à ça que ça sert, une inspection en bâtiment. Puis ça sert que si on découvre un problème significatif, quelque chose qu'on n'avait pas imaginé avant de faire notre offre d'achat, quelque chose d'important que l'inspecteur va découvrir, ça sert à pouvoir nous retirer de notre promesse d'achat. C'est à ça que ça sert. C'est pas je vais négocier parce que là, l'inspecteur a trouvé des fissures de fondation, il a trouvé qu'il manque de calfeutrant autour des fenêtres. C'est des choses, tu sais, il y a de l'usure normale sur une maison, il y a des trucs auxquels il faut s'attendre. Puis il y a des choses qui sont déclarées d'avance ou visibles, qu'on a vues avant de faire notre offre. Fait qu'on ne peut pas revenir là-dessus et dire, regarde, la toiture à 18 ans, là, elle achève, j'aimerais ça renégocier. C'est marqué dans la déclaration du vendeur, la toiture à 18 ans. C'est ça que tu achètes. Et ça arrive à l'occasion que les acheteurs sont représentés, ils viennent nous présenter les promesses d'achat, ils nous parlent de la toiture puis qu'ils tentent de renégocier après. Ben oui. En fait, c'est que on essaie juste de sensibiliser les acheteurs à dire c'est vraiment pas la façon de faire. Puis en fait, de se désister suite à une inspection sans avoir de vraie justification. L'acheteur se met à risque aussi, hein? Ben, il y a eu un effet pervers à la surenchère. Oui. C'est qu'il y en a qui misaient très haut sur une maison pour l'avoir, là, puis qui se disaient je vais renégocier à l'inspection. Fait que je vais remporter l'enchère, mais watch bien, je vais prendre un inspecteur, puis on va vraiment démolir la maison, là, puis on va la renégocier. Parce qu'il y a des inspecteurs qu'on connaît qui démolissent les maisons. Ben oui, ça peut arriver. Puis il y en a d'autres qui sont très prudents, puis d'autres pas assez prudents, mais ça, c'est comme dans tous les domaines. Mais là où l'effet pervers a fait son œuvre, c'est que à cause de ce phénomène-là, beaucoup de vendeurs ont décidé de prioriser les offres d'achat sans inspection. Fait que là, beaucoup d'acheteurs faisaient des offres d'achat sans faire inspecter. Fait que, tu sais, ça a eu l'effet contraire de la prudence, là. Mais si on revient aux inspections, toi et moi, on conseille tous les jours, je pense à nos acheteurs, de faire l'inspection. C'est d'une importance capitale parce que on va découvrir des bobos qui font... on va être informé de ce qu'on achète. C'est important. Puis même le vendeur protégé aussi. On achète une voiture, on la fait inspecter. Exactement ça. Donc, une maison, là, c'est important. On va être pris avec pendant un certain temps. On va l'habiter. Il faut que la qualité de l'air soit convenable. Il faut que l'isolation soit convenable. Donc, on veut s'assurer de tout ça. Mais comme je dis, ça ne sert pas à renégocier des trucs qui viennent avec l'âge de la maison ou qui viennent avec ce qu'on a déclaré déjà. Le chauffe-eau, il y a 9 ans, ben, on ne va pas dire après. Ben, est-ce que tu as eu plusieurs situations dernièrement où les acheteurs ont tenté de négocier? Bien, ça arrive souvent. Des fois, c'est souvent de bonne foi. Là. Si on découvre un problème important, il y a rentré de l'eau par une fenêtre, personne ne l'a vu, puis là, l'inspecteur découvre que ça a fait pourrir un pan de mur, puis qu'il y en a pour 4-5 000 $, bon, ben, souvent, on voit des ententes. L'acheteur et le vendeur vont s'entendre. Parce que de toute façon, David, moitié, même le vendeur qui l'apprend, même si sa maison n'était pas en vente, il va devoir corriger le problème. Ben oui, parce qu'il ne la vend pas, il faut qu'il corrige. Exactement. Si on continue de rentrer, comme tu dis, ben, ça va créer d'autres problèmes. Puis, donc, tu sais, c'est une histoire de logique. Mais, fait que d'un bord ou de l'autre, il ne faut pas exagérer avec ça, mais il faut agir avec prudence. Est-ce que tu penses que le courtier a un rôle d'éducation aussi à faire avec l'acheteur? Ben oui, comme je disais tantôt, on en fait à chaque semaine ou des inspections. Donc,
on sait sur quoi il faut porter vraiment attention. Puis on sait aussi à quoi ça sert. À quoi ça sert. Puis on sait un peu, on sait un peu comment ça coûte refaire le calfeutrant d'une maison. Puis on est capable de dire à notre client, regarde, c'est pas majeur, ça va puis on a tout un réseau de contacts, là, les courtiers immobiliers. Fait qu'on connaît plein d'entrepreneurs, on connaît plein de spécialistes dans chacun des métiers de la construction. Donc, on peut aider notre client puis le conseiller. Et parfois même, on va suggérer plus d'une personne pour s'assurer que ce soit vraiment une décision qui vienne de l'acheteur. Évidemment. Et évidemment, si l'acheteur prenait la décision de ne pas faire inspecter l'immeuble, à ce moment-là, on va faire signer, nous, une renonciation au fait qu'on l'a informé, en fait, de son privilège. Notre devoir, c'est de lui conseiller, de faire une inspection. S'il ne veut pas suivre notre conseil, il doit mettre ses initiales à côté de la clause comme quoi il a refusé, malgré notre avertissement. Et pour ceux qui nous écoutent, il y a l'OASIC qui existe, qui est c'est un organisme qui est très, 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 très présent pour la protection du public. Oui. Très, très, très dur avec les courtiers pour plein de bonnes raisons. Oui. Ils sont là pour vous accompagner avant de prendre une mauvaise décision. Il y a toujours la ligne 800 Info qui peut être disponible aussi. Oui. Ou sinon, même les directeurs d'agence qui peuvent accompagner si quelqu'un souhaite obtenir davantage d'informations, là, et pas seulement l'information du courtier. Là. Oui, mais pour revenir à l'OASIC, on sent qu'elle est beaucoup plus présente depuis quelques années. Oui. Tu sais, il y a eu des exagérations, disons-le, durant la pandémie. Fait que le ministère des Finances, qui est le patron, si on veut, de l'OACQ, a serré la vis et a dit « Hey, on veut voir un peu plus qu'est-ce qui se passe. » Puis là, on le voit là, chaque semaine, ils sortent des cas auxquels il faut faire attention, mais on voit que la police est sur le terrain. Oui. Donc, les courtiers immobiliers là, doivent suivre vraiment les règles de déontologie, la loi, etc. Sinon, ça va très, très vite qu'ils se font pincer. Il y a tellement de réglementations que je vais me permettre de dire, David, que parfois la réglementation défie la logique dans certaines situations. Oui. Alors, c'est pour une raison ou une autre, vous posez une question, vous souhaitez faire des choses qui sortent de l'ordinaire dans le cadre de votre acquisition, puis le courtier vous dit on peut pas le faire, il y a une raison derrière tout ça. Exact. C'est pas une volonté du courtier, mais une norme dans le fond sur laquelle on doit... Ou la loi. La loi qu'on doit suivre. Ouais. David Bourgon, merci beaucoup d'avoir été présent. Un grand plaisir encore. Écoute, mise à jour, alors on va commencer l'année en force avec ces statistiques-là, puis j'espère que tu accepteras nos prochaines invitations. Certainement. Bonne journée, merci. Au plaisir, oui. Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo@cogecomedia.com. Alors, nous sommes avec M. Yannick Crac, avocat associé et chef de l'exploitation chez Terrien Couture Jolicoeur à Sherbrooke. Bonjour Yannick, comment ça va? Ça va bien toi Jean-François? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait toujours plaisir, merci à toi de m'inviter. Tu es un gars juste un petit peu occupé. Bon, pas si mal. Ah, écoute, en plus de toutes tes tâches régulières à la Fondation du CHU, en tant que président, chef de l'exploitation dans un grand bureau d'avocat, j'ai entendu dire que tu étais retourné à l'école. Oui, absolument, ça commence. J'avais un peu de temps, fait que j'ai décidé d'y aller. On repousse toujours les limites. Exactement. En même temps, ces limites-là t'ont amené à faire l'acquisition d'un condo à Montréal. Absolument. Dis-moi, est-ce que la loi 16 a été un frein pour toi à l'achat de ce condo-là? Bah, pas vraiment un frein. Mettons, c'est peut-être même plus un avantage que les copropriétaires ont maintenant. La loi 16 est venue, a fait en sorte de mettre certaines balises qui existaient moins avant. Là, donc, je pense que c'est un bon avantage. J'aimerais qu'on en parle de cette fameuse loi 16 parce qu'on a eu, au niveau de la revente d'un condo, souvent où les gens nous disent « Ah, moi, je veux pas acheter un condo, j'ai peur d'avoir des problèmes, ça me tente pas de gérer la copropriété. » Il y avait quand même un flou autour de tout ça, là. En fait, la loi 16 qui est effective depuis... en fait, elle est publiée depuis 2020. Oui, exact. Mais ils ont appliqué les règlements en date du 14 août 2025. Elle s'est appliquée. Dans le fond, la loi 16 est venue modifier le régime de la copropriété au Québec. Il y a certaines dispositions qui sont appliquées dès son entrée en vigueur en 2020. Mais il y a des dispositions particulières qui sont arrivées en août 2025 et auxquelles il faut se conformer dans les 3 prochaines années. Donc, c'est une loi qui vient vraiment revoir
pour le régime d'administration de la copropriété, puis encadrer ces éléments-là, justement, parce que des histoires d'horreur en condo, là, on en a vu, des situations de vice caché, des copropriétaires, des propriétaires qui achètent un condo, qui se rendent compte en arrivant là qu'il y a toutes sortes de travaux effectués qui n'ont pas été dénoncés. Donc, on le fonds de prévoyance qui était souvent insuffisant pour couvrir les frais communs, les frais spéciaux communs. Exact. Donc, on est venu encadrer ça par la loi 16, en effet. Là. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas propriétaires ou qui aimeraient un jour peut-être être propriétaires d'un condo, lorsqu'on achète une unité de condo, on achète la partie privative. Donc, c'est l'intérieur du condo qu'on achète. Exact. Toute la coquille, la structure, souvent même les stationnements, ce sont des parties communes. Exact. Dans certains cas, on va avoir des stationnements à usage privatif, Ouais. donc qui vont être dédiés à votre condo, mais dans des parties communes. Exactement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que propriétaire, vous êtes responsable de votre partie privative, mais pour l'entretien des parties communes, qui sont les plus grandes charges, toiture, fondation, tout ce qui a trait au bâtiment en tant que tel, il faut prévoir l'entretien de ces bâtiments-là. Bien, absolument. Dans le fond, le principe de la copropriété est super intéressant parce que ce que ça te permet, c'est d'avoir un endroit où tu as des parties privatives qui t'appartiennent seulement qu'à toi et tu peux profiter de parties communes que tous les copropriétaires, donc tous les copropriétaires assument les coûts. Tu sais, souvent, je vais te donner un exemple bien concret, tu viens de le dire, j'ai fait l'acquisition d'un condo à Montréal. On a une piscine en arrière, on a un gym, on a un mini-spa, on a des terrasses qui sont les terrasses reliées à au condo, mais qui sont parmi les parties communes. Et tout ça, ben, c'est l'ensemble des copropriétaires qui vont assumer les coûts d'entretien, les coûts de service et tout ça qui sont liés à ça. Donc, ça te permet d'avoir une belle possibilité. Et en plus, les copropriétaires assument ensemble. Donc, les parties communes, par exemple, quand il y aura un besoin pour changer la toiture, quand il y aura un besoin pour changer les fenêtres. Donc, c'est plus que l'entretien, là, c'est vraiment de l'entretien plus profond pour t'assurer que l'immeuble garde sa valeur pendant toute la durée de sa vie. Donc, ça, c'est le régime de copropriété qui est comme ça. Ce qui existait avant, c'est que des fois, les copropriétaires se disaient, bon, on mettra pas trop d'argent de côté parce qu'on veut que nos frais communs soient le plus bas possible. Ils géraient ça entre eux. Sans trop de connaissances, d'expertise. Exactement. Puis souvent, ben, quand tu rentres dans un immeuble qui est neuf, ben, tu dis les frais communs, c'est pas trop compliqué. On sait comment coûte le déneigement, on sait comment coûte faire tondre le gazon. Le reste, on va mettre ça de côté. Je caricature, mais à peine. La toiture sera pas due avant 20 ans et tout ça, mais on le sait, là, à un moment donné, tu as quelque chose qui se passe, tu as une intempérie, la toiture devient due, etc. Si tu n'as pas assez d'argent. On s'entend que les coûts de construction, là, de la façon qu'ils ont augmenté, que si on ne le prévoit pas, là, on expose les copropriétaires à haut niveau de risque. Exactement. Puis la grande différence, c'est que quand tu es dans une propriété individuelle, donc à l'inverse d'une copropriété, ben si tu n'as pas mis d'argent de côté pour refaire ta toiture, quand elle arrivera due, tu pourras décider soit d'aller emprunter à la banque, soit d'essayer de peut-être pas faire de voyage cette année-là pour mettre l'argent sur la toiture et tout ça. Quand tu es copropriétaire, s'il y a un ou deux ou trois copropriétaires... Parce que ça devient une cotisation spéciale. Exactement. Ouais. Et là, si ça arrive et tu ne l'as pas prévu, ben, tu es obligé de déposer un chèque plus important immédiatement. Donc, ça peut avoir un impact significatif. Donc, ce qu'on a voulu faire, ce que le législateur a voulu faire, c'est encadrer ça de façon générale pour être capable de dire aux copropriétaires, quand vous achetez, vous savez ce que vous achetez, puis vous prévoyez ce que vous allez avoir à faire sur la copropriété. En fait, c'est intéressant. Puis pour ceux qui sont déjà propriétaires et qui nous écoutent aujourd'hui, en fait, nous, évidemment, dans le cadre de notre travail du courtage, on est souvent amené à communiquer avec les syndicats. Ouais. Il y a beaucoup plus de syndicats bien gérés qu'il y en a qui sont mal gérés. Là où ça va faire peut-être plus mal, c'est les petits complexes de 4, 6, 8 unités de condos. Parce qu'essentiellement, le gouvernement ou les obligations maintenant, ça va être d'avoir un carnet d'entretien. Oui. Mais ça, le carnet d'entretien, il va avoir quand même une charge de travail, il va avoir des coûts qui sont liés à ça. En fait, essentiellement, ce qu'on dit, c'est qu'on va devoir avoir un spécialiste accrédité. Absolument. Qui va venir inspecter le bâtiment, qui va nous donner un carnet pour nous dire, ben voici ce qui va venir à échéance, donc la fin de vie de la toiture, les coûts approximatifs. Voici ce que vous devez mettre sur une base annuelle dans le compte de fonds de prévoyance. Donc, la somme supplémentaire, une fois avoir couvert tous les frais d'exploitation annuels du bâtiment. Exact. Et en même temps, pour ceux qui nous écoutent, souvent, ceux qui sont déjà dans des grands complexes, il n'y aura pas beaucoup de changements, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de copropriétés qui sont déjà très, très bien gérées. Absolument. Mais
pour ceux qui commencent à zéro, là, écoutez ce qu'on va vous annoncer là, parce que vous devez vous asseoir là, puis faire vos devoirs. Là. Bien, absolument. Ce que tu dis, c'est totalement la réalité. Là. Il y a quelques professionnels qui vont devoir participer au carnet d'entretien, soit les ingénieurs, les architectes, des évaluateurs agréés qui vont pouvoir travailler là-dessus. Le carnet d'entretien, là, essentiellement, sans rentrer trop dans le détail, c'est exactement ce que tu as dit, c'est voici ce qui s'en vient comme entretien normal du bâtiment dans les prochaines années, voici qu'est-ce qu'on a besoin de faire, effectuer, et voici les coûts potentiels de ça. Et là, donc, ça va nous amener à dire voici les cotisations qu'on va faire, qui vont être au-delà de la simple administration. Donc, je reviens sur mon exemple de tantôt. On le sait qu'on a le gazon à faire, on le sait qu'on a la neige à ramasser, mais là, on va s'assurer qu'on a aussi de l'argent pour être capable de dire la toiture va être due dans 1 an, 5 ans, 10 ans, voici comment on va mettre d'argent de côté. Les fenêtres, on va devoir peut-être changer les thermos. Donc, on va mettre les entretiens dans ce carnet-là. En fait, on demande aux copropriétaires de payer l'usure au fur et à mesure. Exactement. C'est quasiment ça. Oui, absolument. Et là, pour ceux qui nous écoutent et disent « Ah, ça n'a pas de bon sens », mais oui, ça a du sens parce que lorsque le jour où vous allez vouloir vendre votre propriété, là, dans les conditions usuelles d'une promesse d'achat, on retrouve les conditions de vérification d'état financier. Oui. Nous, ça arrive souvent là, que la transaction là, avorte à cette période-là. Ouais. Parce qu'on réalise qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour couvrir les frais. Une toiture à 150 000 $, un ascenseur qui vient en fin de vie, dans des grands complexes, l'entretien des piscines qui peut avoir des bris, c'est vraiment important. Donc, je pense qu'il faut vraiment, en fait, faire une gestion saine de tout ça. Ça va vraiment aider aussi, je pense, je suis convaincu à mieux faire une transaction. Bien, absolument. Puis, la loi est venue aussi indiquer que le syndicat a l'obligation de donner une attestation qui va venir indiquer combien on a d'argent dans le compte, justement donner de l'information sur la situation financière du syndicat. Ouais. Donc, est-ce que notre fonds de prévoyance est suffisant? Qu'est-ce qu'on a fait comme étude de fonds de prévoyance? Tout ça. C'est important d'analyser ça quand tu es un acheteur parce que tu veux justement pas te retrouver dans une situation où tu payes le condo peut-être. Puis des fois, il y a des transactions qui se sont faites comme ça. Là. Tu payes le condo moins cher, mais finalement, quand tu regardes combien d'entretien puis combien de cotisations spéciales tu es susceptible de payer dans les prochains mois, ben tu te rends compte que finalement, tu fais pas un si bon deal que ça. Mais parfois, c'est 25 000 $, 30 000 $. C'est pas 1 000 ou 2 000. Exact. Exactement. Yannick, on va arrêter le temps d'une pause publicitaire. Puis pour ceux qui sont intéressés à la copropriété, on va avoir plein de sujets connexes qui vont être vraiment intéressants. Excellent. À tout à l'heure. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie avec Jean-François Bérubé. Nous sommes de retour avec M. Yannick Crac, avocat associé chez Terrien Couture Jolicoeur. Encore une fois, merci Yannick. Merci Jean-François. Sujet d'actualité, la loi 16, les copropriétaires. Les copropriétés, dis-moi, Yannick, c'est applicable aussi pour les condos commerciaux, je crois. Hein? Oui, je pense, oui, absolument. Les condos commerciaux, je pense qu'il n'y a pas de distinction dans la loi qui est faite sur condos pour résidentiels ou commerciaux, oui. Alors, pour ceux qui n'étaient pas présents avant la pause, on parle de la loi 16, qui est l'encadrement que le gouvernement impose pour s'assurer d'avoir une gestion saine du bâtiment. Yannick, revenons en fait au carnet d'entretien. Oui. Donc, essentiellement, ça va être de payer un professionnel pour faire une inspection, si on pourrait dire, avec un rapport détaillé. Exact. Là, je pense qu'on va manquer d'inspecteurs là, parce qu'il y a quand même plusieurs bâtiments. C'est quoi la période? Est-ce qu'il y a un délai de grâce pour être capable de... C'est une période de 3 ans à partir du 14 août 2025. Donc, on a jusqu'au 14 août 2028 pour être en mesure de mettre le carnet d'entretien en vigueur. Et il y a une période pour le renouvellement de ça qui dépend, c'est de 5 à 10 ans par la suite, tout dépendant de la grosseur de la copropriété. De la copropriété, oui. OK. Alors, et je sais que pour l'instant, il n'y a pas de pénalité prévue, mais la pénalité sera simple, c'est que les condos seront difficiles à revendre si le notaire, une fois la transaction faite, n'est pas capable d'obtenir les certifications, les vérifications nécessaires. Bien, absolument, parce que comme on se l'est déjà dit, autant les courtiers en immeuble que les notaires ont des obligations professionnelles. Ouais. Et les notaires, quand ils font leur vérification, bon, là, on s'entend, il y a des notaires qui font bien leur travail, il y en a qui le font un peu moins bien, ça peut arriver. Moi, je pensais que tous les notaires étaient parfaits. Ils le font
font toujours bien, mais des fois, il peut y avoir des petites erreurs. Mais c'est un notaire qui fait bien son travail va devoir faire ces vérifications-là parce que c'est maintenant législatif, c'est une loi. Et donc, si le notaire dénonce ou le courtier dénonce, ben écoutez, là, vous n'avez pas de fonds de prévoyance adéquat, vous n'avez pas un carnet d'entretien ou le carnet d'entretien que vous avez n'a pas été fait par un ingénieur, un architecte, donc un professionnel. Personne accréditée. Exactement. Ben, ça va être dénoncé. Et là, un acheteur diligent, lui, va se dire, écoute, moi, je veux-tu vraiment faire l'acquisition dans ces conditions-là? Peut-être, encore une fois, il y aura des transactions qui se feront en disant, on va diminuer le prix parce que je vais prendre en considération ce risque-là, mais ça sera au risque de l'acheteur. Puis là, il y aura peut-être on va peut-être enlever les garanties à ce moment-là. Donc, c'est tout ça qu'on va discuter, là. Les fameuses garanties, les garanties légales, qui est quand même un sujet d'actualité depuis le début de la pandémie. Ouais. Est-ce que c'est possible de vendre un condo sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur? C'est la même chose pour un condo que pour un immeuble résidentiel. Donc, on peut en effet... Tu sais, je vous rappelle, la garantie légale, elle garantit deux choses. Elle garantit le titre. Donc, elle garantit que tu peux faire l'acquisition puis que le vendeur qui te le vend, c'est vraiment lui le propriétaire. Et elle garantit la qualité de l'immeuble. Donc, tu sais, la fameuse garantie contre les vices cachés dont on parle souvent. Cette garantie légale-là peut être retirée dans le contrat. On peut faire une vente sans garantie légale. Là, j'ai cru comprendre qu'il y a une certaine tendance, puis je pense que c'est parti un peu de Montréal, où on dit le vendeur va, lui, se retirer de la responsabilité, puis va céder ses droits à l'acheteur pour poursuivre son vendeur à lui. Fait que là, suivez-moi, là, c'est pas très complexe, mais Jean-François, tu me vends une maison que je revends par la suite à quelqu'un. Oui. Cette personne-là me dit, moi, je ne veux pas que tu m'enlèves la garantie légale, et moi, je lui dis, moi, je veux pas te donner de garantie. Mais si tu veux poursuivre Jean-François, on va s'organiser pour que tu puisses le poursuivre, Jean-François, parce que c'est lui qui m'a vendu, puis moi, j'ai pas fait de travaux. Donc, depuis. C'est d'isoler le propriétaire actuel, Exactement. de le tasser de la chaîne de titre, d'une certaine façon. Donc là, c'est une tendance qui semblerait commence à bouger. Très fréquent. Ouais, c'est ça. Et ben, c'est imaginatif, c'est le fun. Tu sais, les lois sont là pour essayer. Il y a des gens qui essayent de les contourner souvent. J'ai hâte de voir. Je sais pas, je connais pas toute la jurisprudence à ce niveau-là. J'ai hâte de voir comment ça va être considéré par les tribunaux. Puis il y a un élément qui est important là-dedans, c'est que quand tu fais ça, si je reprends mon exemple, puis moi je suis propriétaire pendant 10 ans d'un immeuble que tu m'as vendu, et que moi, pendant ces 10 ans-là, je change la toiture, je fais une piscine, je mets une clôture, je fais X, Y, Z, puis que le problème, c'est la toiture, la clôture, puis la piscine. Je vois pas comment toi, Jean-François, qui était pas là quand ça a été fait, tu pourrais être responsable de ça. Tu n'as aucune responsabilité. Exact. Donc là, l'acheteur, qui pense que lui est correct, a quand même laissé aller une partie de la responsabilité. Donc, tous ces éléments-là vont être analysés, je pense, par la jurisprudence à venir, parce qu'il y a beaucoup de tribunaux qui se penchent sur les questions de vices cachés depuis des années. Là. C'est des cas, il y en a de nombreux cas de vices cachés au Québec. Ça n'existe pas en Ontario. Je connais moins la juridiction qu'en Ontario, mais il n'y a pas les mêmes dispositions, en effet. Exactement. OK, puis là, j'achète un condo, je suis propriétaire depuis 8 mois, et là, finalement, on découvre qu'il y a un problème dans le bâtiment, puis le problème était existant au moment de l'achat, j'ai acheté avec garantie légale. Ouais. Et là, ben finalement, on fait faire des soumissions. La copropriété réalise qu'il y a 100 000 à investir. Ça représente 15 000 de cotisation spéciale pour mon unité de condo. Est-ce que ça pourrait devenir un vice caché? Absolument, absolument. Tu peux, à ce moment-là, tu peux te revirer contre le vendeur en disant ce vice-là était connu. J'ai été obligé de débourser 15 000 pour être capable de faire réparer le vice. Donc, ça constitue un vice. Donc, tu pourrais avoir un recours à ce moment-là qui serait fait. C'est toujours au conditionnel. Hein? Exactement. Parce que c'est pas simple d'avoir un recours en vice caché. Non, absolument pas. Là, il y a beaucoup de conditions. Il y a des conditions qui sont écrites dans le code. Là. Par exemple, il faut dénoncer dans un délai raisonnable par écrit à partir du moment où tu connais le vice. Il y a des étapes importantes. Il faut que tu fasses... tu peux pas décider je vais réparer puis je vais dénoncer par la suite à mon vendeur. Il faut que le vendeur puisse venir sur les lieux, voir qu'est-ce qu'il y en a, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Ça, c'est les premières conditions. Ouais. Puis même si tu respectes ces conditions-là, c'est pas toutes les situations qui sont des vices cachés. On s'est souvent parlé de ça, mais je te donne un exemple. Si tu arrives dans une maison, puis là, le cas classique, tu arrives dans le sous-sol, puis tu vois qu'il y a une craque dans le sous-sol, puis qu'il y a peut-être un peu d'eau qui a ressuinté. Tu peux pas te dire, le vendeur m'en parle pas, donc je vais faire comme si ça n'existait pas. Puis dans 6 mois, je vais dire, hey, finalement, c'est un vice caché, là, ton sous-sol, il était brisé. Non, tu aurais dû le voir, tu aurais dû investiguer. Tu as une obligation comme acheteur d'être diligent. Donc, ça fait partie des éléments qui vont être considérés, autant dans une copropriété que dans un immeuble résidentiel ordinaire. Même chose que si vous décidez de ne pas faire inspecter, vous pouvez vous exposer à des plus hauts niveaux
niveau de risque, dans le fond, à l'effet que, tu sais, c'est des problèmes apparents. Absolument. Et c'est pas nécessairement, souvent, les propriétaires me disent « Ouais, mais j'ai rien à cacher. » Mais c'est pas une question de bonne ou de mauvaise foi. C'est une question de dire c'est un problème qui est existant, mais on l'ignore. Bien, à la limite, là, le vice caché, le vendeur n'a même pas besoin de le connaître. Là. La situation, c'est de dire écoute, il existe quelque chose sur l'immeuble, je l'ai pas vu, j'aurais pas pu le détecter moi-même, j'ai fait tout ce que j'ai fait, donc j'ai fait une inspection, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Puis là, je me retrouve dans une situation où j'ai un immeuble qui a pas la même valeur parce que j'ai une problématique sur l'immeuble. Donc, le vendeur a sa responsabilité, même si lui ne le savait pas. Et c'est là que le vendeur va peut-être dire si c'est un problème de construction, techniquement, on peut remonter jusqu'à la personne qui a construit l'immeuble. Ça fait des recours des fois où tu as 5, 6, 7 bureaux d'avocats, 5, 6, 7 parties, puis tu remontes jusqu'à à la personne qui a creusé pour mettre le sous-sol en place, là, pour mettre les fondations en place. En espérant qu'ils soient toujours en affaires. Là, c'est ça. Là, tu arrives souvent avec des entreprises qui sont soit plus en affaires, soit ils ont fait faillite, soit ils ont été achetés par d'autres. Ça peut amener une complexité. C'est pas le recours en vice caché, c'est pas ça la garantie que vous avez. Là. Le recours, c'est le résultat d'une garantie que vous avez, mais vous êtes bien mieux de faire toutes les étapes au préalable pour essayer d'éviter d'aller vers ça. Là. Puis même si vous êtes convaincu d'avoir un vice caché, rien de mieux qu'une bonne entente à l'amiable. Ah, absolument. Puis ça, on le dit tout le temps, là, le pire, c'est un adage qu'on apprend à l'université quand on est avocat, le pire des règlements vaut le meilleur des procès. Donc, puis souvent, ça dépend de l'avocat. Ouais, c'est ça dépend de l'avocat. Mais souvent, je dis aux parties, vous savez, les seules parties qui gagnent dans un procès, c'est les avocats qui sont payés. À part de ça, il n'y a pas grand monde qui gagne. Mais ça, je répéterai pas ça devant tout le monde. Alors, pour revenir à la loi 16, donc pour ceux, en fait, qui sont dans une situation où vous pensez mettre votre condo sur le marché, donc, puis là, vous voulez avoir une belle transaction, assurez-vous d'avoir, en fait, tous les papiers en votre possession, que le syndicat de copropriété puisse fournir aux parties l'ensemble des documents nécessaires. Absolument. Pas question de rien cacher. Et pour l'acheteur, en fait, de dire, ben OK, ça, je l'avais pas prévu, mais maintenant, je le sais, je l'accepte, je suis prêt à aller de l'avant de cette façon-là. Je pense que l'objectif de la loi 16, essentiellement, c'est ça. Là. Absolument. La loi 16 est vraiment là pour encadrer ces transactions-là, encadrer la vie de la copropriété et le régime de la copropriété. Puis après ça, regardez qu'est-ce qu'il y en est. Administrer un syndicat de copropriété, c'est pas toujours si simple. Il y a des bonnes entreprises qui le font bien, qui sont des bons gestionnaires. Les professionnels qui vont vous accompagner dans la transaction, je le disais tantôt, les courtiers, les notaires, vont pouvoir vous aider sur les obligations, les responsabilités. Mais prenez pas ça à la légère. Quand vous achetez une copropriété, il y a des avantages, mais il faudrait pas que ça devienne un inconvénient. Donc, il faut juste s'assurer que tout est correct avant de faire la transaction. Délai de grâce, 3 ans, mais d'après moi, 3 ans, c'est trop loin. Vous ne devez pas attendre. Non, absolument pas. Parce que selon moi, rapidement, on va avoir des notaires qui vont exiger des courtiers, des acheteurs d'avoir acheté un condo dans une copropriété qui est déjà avec les lois applicables pour avoir vraiment l'heure juste. Donc, à ce point-ci, je pense que c'est le temps de prendre les rendez-vous avec les spécialistes parce que d'après moi, ça va être le bordel pour prendre rendez-vous. Ben absolument. Puis peut-être qu'il y aura des transactions où on se dira, ben on a enclenché le processus pour obtenir le carnet, donc on va faire la transaction dans ces circonstances-là parce que le syndicat nous donne une espèce d'assurance que ça s'en vient. Mais c'est sûr que si vous regardez pour acheter une copropriété puis que vous parlez au syndicat puis le syndicat vous dit, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, posez-vous des questions. Oh, oui. Et de l'autre côté, ben si vous êtes capable d'avoir fait tous ces démarches-là avant le 3 ans, mais allez-y parce que c'est à l'avantage. De toute façon, le délai de grâce, c'est juste là pour vous donner la chance de le faire, mais c'est à l'avantage de tout le monde de l'avoir fait comme ça. On va plus loin, puis en réalité, un acheteur pourrait s'exiger une retenue chez le notaire le temps que tout ça se mette en place. Absolument. Puis là, après ça, ben, ça devient une question de négociation, puis t'es mieux placé que moi pour le savoir, mais des fois, quand on fait des transactions sans garantie légale, ça va être difficile en plus de dire, ben là, on va retenir un certain temps parce que notre carnet n'est pas prêt. Là, il faut avoir une certaine indépendance dans la transaction. De toute façon, la loi est là depuis 2020. Effective, on pourrait dire. Oui. La règle est effective depuis le 14 août 2025. C'est le temps de le faire. Absolument. D'accord avec toi. Yannick Crac, merci beaucoup de ton temps. Toujours très intéressant, enrichissant. On essaie juste d'aider nos auditeurs à faire des bons choix judicieux dans le cadre de l'immobilier. Ben, merci Jean-François, puis bonne saison. Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment une bonne saison à toi aussi, puis lâche pas l'école. T'inquiète pas. Bye. Bonne journée. C'est déjà ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été présent. J'ai eu un grand plaisir d'échanger cette semaine encore une fois avec des collaborateurs passionnés. Merci beaucoup à M. David Bourgon ainsi que Yannick Crac. Je veux remercier mon ami Gilbert à la console encore une fois pour cette nouvelle saison.
N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter les dessous de l'immobilier en Estrie via le site du 1077 Estrie, section rattrapage, ou encore sur l'application Cogeco Média dans l'onglet Balado. Et si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets pour une prochaine émission, écrivez-nous à imo-estrie@cogecomedia.com. On se retrouve dès samedi prochain à 11h. D'ici là, je vous laisse entre les mains de Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi pour les classiques 80-90. Bonne fin de journée à tous. Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.